Avez-vous déjà ressenti le besoin de faire quelque chose de grand, mais votre peur vous a empêché d'agir? J'ai agi ainsi pendant 33 ans. J'ai été cadre RH pendant 10 ans. J'aimais mon métier, mais je manquais de confiance en moi. La peur était mon moteur. Je voulais être invisible. J'étais timide et introvertie. Lorsque je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant, ma fille, en juin 2018, j'ai eu enfin le déclic pour réveiller ma flamme du courage. J'ai réalisé l'un de mes rêves en créant ma société Time for Action en juin 2020. Depuis que je suis entrepreneur, le compliment que je reçois le plus est Sarah, tu es tellement courageuse. Aujourd'hui, ma mission est de transformer les humains en leaders courageux dans toutes les sphères de leur vie, à travers mes conférences, mes formations et ma méthode de coaching Révèle-toi. Si cela est votre priorité, go, go, go! Je vous attends. Réservez votre visio avec moi de 30 minutes en cliquant sur le lien en bas de la description. Que vous soyez un manager, un parent, un entrepreneur, un étudiant ou simplement quelqu'un qui aspire à plus, mon podcast Pulvérisez vos blocages vous donnera les clés pour faire du courage votre meilleur allié. Abonnez-vous dès à présent pour ne manquer aucun épisode et rejoignez la communauté des leaders courageux. Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon nouvel épisode. Alors c'est toujours un immense honneur pour moi de recevoir un nouvel invité. Et aujourd'hui, c'est Vigdis qui prendra la parole. Donc une femme inspirante que j'ai rencontrée il y a peu de temps sur les réseaux sociaux LinkedIn. Alors Vigdis, je vais te poser la question que je pose à tous mes invités au démarrage. Qui es-tu et que fais-tu? Merci beaucoup de me convier sur ce podcast. Je suis donc Vigdis Maurice Herrera. Je suis une jeune femme de 35 ans. J'ai trois enfants et je suis la dirigeante de Opal Care, qui est une plateforme de prévention, diagnostic et orientation des victimes de violences conjugales. Ok, super. C'est bien, présentation brève, efficace. Tu vois, tous les invités ne, ne vont pas autant l'essentiel. Trop bien. Alors, Vigdis, justement, on va arriver au cœur du sujet. Alors, moi, j'estime ce podcast, il s'intitule Devenez un leader courageux, pulvérisez vos blocages. Et j'estime que tu es une leader, voilà, une femme leader courageuse. Pour toi, c'est quoi être un leader courageux? C'est quoi ta définition? Euh, je dirais que c'est oser regarder les choses en face Ah, euh, et ne jamais se résigner. ah, Voilà, pour moi, ça, c'est assez important. Et c'est grâce à des personnes qui se sont jamais résignées qu'on a des mouvements de société, des choses qui se sont créées, des changements massifs qui ont eu lieu. Et, euh, et ça me semble assez important pour que la société, elle avance dans le bon sens. waouh, super. Ça me parle beaucoup, cette définition. Merci à toi. Alors, est-ce que tu peux nous partager ton parcours, Vigdis? Comment en es-tu arrivé là à créer justement cette plateforme sur un sujet qui est un peu considéré comme tabou? On voudrait en savoir plus. Alors, moi, j'essaye de faire en sorte que ce sujet ne le soit pas parce que le tabou ne bénéficie que aux hommes violents. Il n'y a que qui en tirent un bénéfice. Et le fait qu'on se sente seul, le fait qu'on n'ose pas en parler, le fait qu'on maintienne le silence sur la situation, c'est ça qui encourage l'augmentation des difficultés des victimes, la solitude profonde des victimes, parce qu'en fait, on est des millions. Hmm. On est extrêmement nombreuses et donc on peut se tendre la main, on peut s'aider mutuellement, etc. Mais le tabou qui est institutionnalisé et qui est encouragé
Il est là pour la bien-pensance, pour ne pas remuer trop les choses, ne pas faire trop de bruit. Et tout ça, ça bénéficie qu'à une seule catégorie, ce sont les agresseurs. Donc moi, j'essaye de faire en sorte que les tabous qui entourent les violences conjugales se lèvent pour exactement mettre un gros coup de pied dans la fourmilière qui est cette question. Donc moi, je suis, à la base, je suis de formation professeur des écoles. Je me suis spécialisée dans l'enseignement du chinois. J'ai habité 2 ans en Chine entre mes 16 ans et mes 18 ans. J'ai ensuite enchaîné sur une licence de chinois, un master pour être enseignante. J'ai eu le concours de prof à 21 ans et j'ai donc enseigné pendant 8 ans sur différentes classes et notamment des postes à profil chinois. Et j'ai créé ma première entreprise qui s'appelle Les Petits Mandarins, qui est une plateforme de cours de chinois en ligne sous forme de jeu. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le monde de la tech, qui n'était pas du tout mon domaine. Et depuis maintenant un an, j'ai lancé Opal, qui est donc une plateforme de prévention avant tout, de diagnostic et d'orientation des victimes de violences conjugales. Pourquoi? Parce que moi, pendant ces années, j'ai vécu des violences et j'ai mis énormément de temps à les nommer et à les comprendre. Donc déjà toute ma vie conjugale avec cette personne, et puis ensuite 2 ans et demi avant d'oser déposer plainte. Pourquoi? Parce que la société donc met énormément de tabous autour des violences, mais aussi les définit mal. Dans l'imaginaire populaire, on est autour de les violences sont de l'ordre du physique. Principalement, on parle de violences conjugales. Toutes les affiches de propagande de prévention parlent de violences conjugales, victimes de violences conjugales, femmes victimes de violences conjugales. Ben, c'était pas moi, hein. La femme victime de violence conjugale, c'était pas moi, c'était la nana qui se fait tabasser, la nana qui est trop conne pour pas le voir, la nana, enfin, tous les clichés qu'on peut mettre autour de ça. Et moi, j'étais pas victime vu qu'il me tapait pas. J'étais, je dirais que j'étais stupide, j'étais frigide, j'étais tout un tas d'autres choses pas bien cool. Et lui, il avait beaucoup de patience d'être quand même avec quelqu'un comme moi. Quelqu'un comme moi qui était difficile à vivre, quelqu'un comme moi qui avait tant de défauts, tant de torts, qui était grosse, qui était pas assez ceci, pas assez cela, etc. Donc en fait, moi, je me définissais pas du tout comme une victime, vu que la victime, c'était lui. Et, Hmm. et en fait, toutes les, toutes les affiches, toute la communication qui est faite autour de ce que c'est qu'une victime de violence conjugale, ben en fait, elle me répondait à aucun moment à ma situation, à savoir que moi, j'étais tellement triste que je pensais, à la fin, je pensais tous les jours que la seule solution pour moi, pour en finir, c'était de me foutre dans un platane. Et, Hmm. et pourtant, je ne nommais absolument pas les violences et je ne pense pas que c'était de ma faute. Hmm. Euh, Suite à ma séparation, j'ai beaucoup lu. J'ai énormément lu pour comprendre ce qui m'était arrivé. Petit à petit, j'ai pu mettre des mots, violence conjugale, viols conjugaux, harcèlement sexuel, violence psychologique, violence économique, toutes ces choses-là. Et grâce à mes lectures, parce que j'ai vécu une autre relation avec quelqu'un de normal et de sain, et, et en fait, ce temps-là m'a été nécessaire pour comprendre et oser déposer plainte. Et sauf que le fait que j'ai mis tant de temps, donc 2 ans et demi, ça s'est retourné contre moi. En, en tout cas, c'était suspect. Pourquoi? Parce que bah, si c'était vrai, j'aurais déposé plainte tout de suite. Si c'était vrai, j'aurais pas fait ceci, j'aurais pas fait cela. Et ça, c'est la police qui me l'a dit à demi-mot. Et même la société aussi, parce que, en fait, aux yeux des personnes extérieures, les violences sont tellement évidentes que ce qui est mis en cause sur ce sujet-là, ça va être l'intelligence de la victime. Moi, j'ai entendu deux choses quand j'ai lancé Opal. J'ai entendu, la première remarque qu'on m'a faite,
C'est une excellente idée, Vic. C'est dommage que les nanas qui en ont le plus besoin, elles savent pas forcément bien lire. Moi, ce à quoi j'ai répondu, bah, moi, je sais lire en anglais, en chinois et en français, et pour autant, j'ai été victime. Et l'autre chose qu'on m'a dite, euh, c'est quand même un truc d'arabe, Oh. Oh. véridique. Euh, Ce à quoi j'ai répondu, bah, pas le mien. Voilà. Et en fait, on a vraiment un cliché qui est à la fois raciste, classiste sur les violences, qui est ancré dans le cerveau, euh, et qui fait que on ne peut pas euh, imaginer que ce soit quelque chose qui soit subtil, qui s'immisce petit à petit dans une relation et que la personne, elle tisse sa toile, une toile d'araignée, et que petit à petit, tu es enfermé, en fait, tu peux plus sortir. C'est pas une question d'intelligence de la victime, c'est une question de perversion de l'agresseur. Et la perversion, si tu dévoiles tout direct, et ben, la personne, elle prend peur, évidemment. Donc, il faut Hmm. y aller petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et ça, les personnes violentes le savent très bien. Donc, moi, j'essaye de lutter sur ces cliché-là. Et d'ailleurs, tu le disais en début, et je pense que savoir de quel poste tu me parlais en me disant que tu m'avais découvert sur LinkedIn avec un poste, j'ai publié mon CV. Donc, moi, j'ai eu mon bac à 16 ans. Je suis partie vivre en Chine toute seule pendant 2 ans. J'ai fait ma licence en 2 ans. Je suis la plus jeune de ma promo au concours de professeur des écoles à mon master. Euh, on ne peut pas m'attaquer sur ça. J'ai créé une entreprise, j'ai publié 6 bouquins d'apprentissage du chinois, j'en fais d'autres. On ne peut pas m'attaquer sur ça. Et mon CV, donc, j'ai publié, il a été vu un peu plus de 200 000 fois. Et, et en fait, l'objectif, et puis, et je suis une femme blanche, enfin, voilà, je te dis pas, je Hmm. réponds pas aux clichés de ce que l'imaginaire collectif dit autour des violences. Et, ça interpelle beaucoup et je le mets en avant. Je dis souvent que j'ai jamais autant dit que j'ai eu mon bac à 16 ans que depuis cette année-là, parce qu'en fait, ça vient Hmm. casser un cliché, quoi. Hmm. Et donc voilà, moi, suite à ça, j'ai créé Opal parce que je ne veux pas que ce temps qu'il m'a été nécessaire pour prendre conscience des choses, euh, en fait, je veux l'épargner à d'autres. Hmm. Je veux que ça soit beaucoup plus fluide, que on parle de ce sujet, on parle des violences psychologiques, on parle des violences sexuelles au sein du couple, on parle des mécanismes de comment ça se met en œuvre. Et donc, grâce à Opal, j'essaye en tout cas de faire ma part à ce sujet en permettant aux femmes, principalement, hein, parce que ce sont principalement des femmes qui sont victimes de violences Hmm. conjugales, de pouvoir trouver les micro-signaux, certains sont beaucoup plus évidents ou d'autres, on est bien d'accord, mais qui dans une relation vont être de la violence et qui tous mis bout à bout forment un panorama complet d'une situation de violence conjugale. Et donc nous, on va poser 200 questions à travers le questionnaire. Ces 200 questions, elles vont avoir un certain nombre de points en fonction des réponses, en fonction des questions, et ça va nous permettre de dire si la personne, elle est victime de violence ou pas. On dit aussi de temps en temps quand même que la relation est cool et qu'il faut en Ouais. profiter. Mais l'idée est de pouvoir dire bah, par rapport à telle typologie de violence, donc cyberviolence, violence économique, violence psychologique, violence physique, violence sexuelle, violence psychologique et violence vicariante, donc qui concerne les enfants, bah, on peut dire tu es exposé à ça ou pas, et on explique ce que sont ces différentes formes de violence. Ensuite, on va venir apporter aux victimes un éclairage juridique. Tu Hmm. as répondu ça. La loi française dit que. Hmm. Pourquoi? Parce que quand on vit dans une norme qui est violente, Hmm. on est hors de l'état de droit. La norme, c'est celle de l'agresseur. Et du coup, on est sans cesse décalé par rapport à la norme, on s'en éloigne de plus en plus, mais nous, on trouve plus ça normal vu que ça s'est fait petit à petit et que nous, notre norme, elle est là-bas. Et en fait, il faut venir sans cesse ramener les victimes ici. Et en fait, on Hmm. va reprendre chacune des réponses au questionnaire, on va dire, tu as dit ça, la loi dit que. Ce qui veut dire que tu es totalement légitime à ne pas être d'accord. Parce qu'en fait, quand tu es dans un système violent, si tu n'es pas d'accord, c'est toi qui es chiante.
c'est toi qui cogne, c'est toi qui es frigide, c'est toi qui es ceci, c'est toi qui es cela. C'est Hmm. pas l'agresseur qui a un problème, c'est toi. Hmm. Donc, il faut réexpliquer à ces femmes euh, les choses pour leur donner leur légitimité à être autre Hmm. chose que la conne, la folle, la frigide, la grosse, la moche, tout ce que tu veux, Hmm. et qu'elles acceptent et qu'elles reconnaissent et qu'elles puissent comprendre qu'elles ne sont rien de tout ça. Elles sont juste des victimes de violences conjugales. Et ça, c'est ça mon travail. Waouh. C'est et tu vois, enfin, en t'écoutant, Vigdis, bon, moi, je suis très authentique et je ressens un peu de gêne parce que moi, je suis d'origine africaine, je suis née en France, je suis d'origine africaine. Et c'est vrai que quand j'ai vu ton post LinkedIn, j'étais surprise que tu sois blanche, avec beaucoup de diplômes. Moi-même, je suis une femme noire. Et tu vois, et j'avais peut-être un peu ce stéréotype. J'ai vu que tu étais brillante, enfin, sur ton parcours, etc. Et je me dis, mince, je suis quelqu'un d'ouverte. Et j'ai quand même un peu ces stéréotypes. Ça m'a surpris. Tu vois, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Et c'est parce que la société fait très bien son œuvre. Les clichés font très bien leur œuvre et puis ça les arrange. Ceux qui m'ont dit que les femmes, voilà, les femmes quand on 11 ans savent pas forcément lire ou que c'est un truc d'arabe, c'était qui? C'était des mecs de 30-40 ans blancs. Ta Hmm. nana, elle porte pas de voile et puis en plus elle sait lire, tout va bien. Le sujet ne te Hmm. concerne pas. C'est vachement facile, c'est vachement confortable. Ça les arrange. Et moi, ça Hmm. me pose un vrai souci. Parce que du, de, c'est eux qui après vont donner le ton et vont donner la norme. Et vu qu'ils ne se considèrent pas comme faisant partie du problème, toi, tu n'as pas le droit de l'être. D'accord. Et je peux te dire une chose, c'est que je suis contactée tous les jours par des femmes et bah, il y en a énormément, énormément, énormément qui ont mon profil. Hmm. Des femmes qui sont cadres, des femmes qui sont chefs d'entreprise, des femmes qui sont très riches, des femmes qui ne le sont plus à cause des procédures judiciaires. Euh, voilà. Hmm. Et en fait, on commence à peine à s'intéresser au sujet avec une vision classiste. On est un peu, moi, ça me fait ressentir les Hmm. choses comme ça. Ça va être la personne qui est sympa et qui vient aider les pauvres gens, quoi. En Hmm. fait, la manière dont on traite le sujet. On accepte totalement que dans les milieux défavorisés, il y ait des violences. Ouais. On accepte totalement que dans les milieux d'immigrés, il y ait des violences. C'est normal, c'est pas les gens comme nous, etc. Enfin, moi, j'ai parlé à des élus hein, un peu de mon travail et t'entends au discours que c'est ça qu'il y a dans leur tête. C'est exactement ça Hmm. qu'il y a dans leur tête. Et quand tu leur dis que, en fait, c'est là on s'adresse, je dis pas qu'il y en a pas, je dis qu'il y en a pareil que dans le reste de la société, c'est totalement différent. Et quand, quand on va dire qu'il y a une autre réalité à certaines personnes qui sont convaincues que le sujet ne les concerne pas, mais qui sont quand même sympas de s'en occuper pour les pauvres gens, eh bien, tu es beaucoup plus... c'est vachement difficile à entendre pour ces gens-là. Parce qu'en fait, ça oblige à se regarder dans un miroir. Qu'est-ce que j'ai pu accepter? Qu'est-ce que j'ai pu faire Hmm. qui est problématique? Moi, j'ai eu, il y a quelques mois, j'étais au siège d'un très gros groupe, très très gros groupe connu en France. Je discutais avec le DRH du groupe pour Opal. Et ce monsieur, il regarde les affiches d'Opal, je lui explique ce qu'on fait et tout, et il me dit, alors faut imaginer le monsieur de 50 ans, euh, bien en chair, costard cravate, blanc. Il me dit, je vais pas vous dire quoi, mais vos affiches elles m'interpellent. Il y a des choses que j'ai faites. Je vais en parler avec ma femme ce soir. Et là, alors, tu as un rendez-vous pro, tu te dis, je ne vais pas chialer tout de suite, je ne vais pas chialer tout de suite. Attends, il te reste 20 minutes encore de rendez-vous. Ne chiale pas tout de suite. Et en fait, ça fait un bien fou d'entendre des choses comme ça. Parce que le but, c'est de choquer, d'interpeller et de remettre en cause tout cet imaginaire qu'on a autour des violences qui est faux. Ouais. Ah, je reste sans voix. Et tu sais, en fait, je vais te partager un cas d'une personne, dans mon entourage qui, justement, qui est exposée à ça et qui, justement, qui est en train de se libérer,
de cette personne. Et en fait, en parlant avec elle, elle me dit, en fait, Sarah, j'en ai parlé à mes parents et elle me dit, mais je me suis rendu compte que en fait, finalement, dans mon enfance, bah, il y avait, ma mère acceptait des choses qu'elle devrait pas. Et moi, dans mon inconscient, je me suis dit, bah, c'est normal. Donc, elle me disait, je suis restée des années. Moi, pour moi, c'était normal ce que je vivais. Je parle avec elle. Comme moi, c'est pas du tout un truc que j'ai vécu, mais j'aime comprendre la vie des gens. Elle me dit, Sarah, mais pour moi, je prenais limite ça, la rigolade, alors qu'il allait très loin, son ex-mari. Et après, elle me dit, Sarah, tu sais quoi, au début de la relation, il y avait des signes, en fait. J'ai vu des signes. Mais je sais pas pourquoi je me disais que c'était normal et qu'il allait changer avec le temps. Et pas du tout. Alors, moi, c'est la première fois que j'échange avec quelqu'un comme ça. Je pense que toi, tu dois avoir l'habitude, donc... Il ne change pas. Et en fait, c'est vrai, on normalise des comportements. Alors moi, je suis maman de trois enfants et si je suis aussi virulente et active, c'est aussi pour qu'elles... mes deux grandes sont des filles. Et, et en fait, je veux qu'elles enregistrent et mon garçon aussi d'ailleurs, il faut aussi, mais que ce n'est pas normal, que ça n'a pas lieu d'être et que ce n'est pas acceptable, même si ce sont des choses qu'elles peuvent voir, entendre, etc. Il faut qu'il y ait un stop à un moment donné, qu'on dise non, en fait, ça c'est inacceptable, ça ne peut pas se passer comme ça. Il faut dire stop, il faut dire non et on ne se laisse pas faire. Et moi, hmm, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important pour moi en tant que maman, c'est de faire passer le message que ça ne doit pas se passer ainsi et qu'on a le droit de se révolter, on a le devoir de se rebeller et de ne pas tout accepter parce que euh, si on montre ça, alors après, c'est pas la responsabilité des victimes, hein, mais en montrant un modèle, les enfants, ils le prennent en norme et ils le reproduisent. Et ça, c'est comme ça, c'est l'éducation est basée sur ça. Donc, moi, j'essaye d'être aussi active. C'est aussi pour mes enfants, pour les protéger de ce qu'elles auraient ouais, de ce qu'elles pourraient vivre. Et je souhaite que, en tout cas, à minima pour elles, le message passe bien et je pense que j'y arrive plutôt pas mal. c'est vrai. C'est, c'est, c'est super parce que du coup, tout se passe à l'enfance et à partir du moment, on peut pas accepter l'inacceptable. Et c'est super, merci pour ce que tu fais pour tes filles, pour toute une génération en fait, au final. C'est au-delà de ce combat te dépasse en fait, vraiment, c'est magnifique. Et est-ce que, justement, là, pour les quelques minutes qui nous restent, tu pourrais nous expliquer en détail comment tu accompagnes ces femmes? Peut-être qu'il y en a certaines qui vont nous écouter, qui n'osent pas, qui vont dire non, mais bon, enfin, qui ont honte, enfin, vraiment pour que tu puisses les rassurer et rentrer un peu dans les détails. Moi, moi, je n'accompagne pas à titre personnel. Je ne suis pas apte à le faire, je ne suis pas formée, je ne suis pas en capacité de le faire. Pourquoi? Parce que je vis une procédure pénale qui est lourde, j'ai mes propres histoires, mais ça ne m'empêche pas de vouloir faire ma part et de vouloir aider. Comment je procède? Je vais donc avec Opal faire énormément de prévention parce que je sais qu'en entendant des histoires, on peut s'identifier et comprendre des choses sur soi-même. Je vais ensuite, à l'issue du diagnostic, voilà, amener le diagnostic pour amener des questions dans la vie de ces personnes-là. 200 questions, ça fait beaucoup de questions pour s'interroger Ouais. sur soi-même et sur ce qu'on a vu, vécu. Et à l'issue de ça, donc, comme je t'ai dit, le diagnostic et l'analyse juridique personnalisée. Ensuite, on va plus loin. La victime, on va lui demander son code postal pour pouvoir la diriger vers les associations qui sont en capacité de la prendre en aide dans son champ géographique. S'il y a des associations qui m'entendent, référencez-vous sur Opal, c'est gratuit et c'est très très important. Pourquoi? Nous, on va trier les assos en fonction de critères sociodémographiques. Tu nous as dit que tu étais une femme lesbienne. Bon, on va peut-être pas t'envoyer vers les mêmes assos. Il y a des associations qui vont te permettre d'être accompagnée Hmm. plus spécifiquement. Voilà, nous, tu vis à tel endroit, tu as tel âge, tu as des enfants, tu as un travail, tu as pas de travail. Voilà, il y a des associations pour un peu tous les profils. On va faire ce tri, on va se concentrer uniquement sur l'activité de l'association qui concerne les violences conjugales. Le reste, c'est très bien, dans notre cadre, on s'en fout.
Et en fait, il ne faut pas que ça vienne brouiller le message de la victime qui cherche une information claire et précise et directe. On va référencer les aides de l'État de manière toujours pareille, claire, précise et directe. Tu cliques sur l'aide de la CAF à laquelle tu as droit, donc on a un simulateur pour dire à combien tu as droit, ça t'évite les 7 clics sur le site de la CAF pour te retrouver face à un tableau APL qu'il va falloir que tu analyses toi-même. On fait ça pour tout. On va ensuite, euh, et notre travail économique, il est là. Moi, je vais voir les entreprises, je vais voir les collectivités, je leur dis que ça leur coûte un pognon de dingue et qu'elles ont un intérêt économique à s'adresser à cette question pleinement. Et donc, on va rentrer à l'intérieur d'Opal les aides de la collectivité dont dépend la victime, les aides de son employeur, les aides des entreprises dont elle est cliente, etc. Du coup, l'objectif, c'est que ça lui fasse un au même endroit, tout centralisé, Mhm. toutes les aides adaptées à sa situation auxquelles elle peut prétendre. Et on lui dit surtout, tu es légitime, tu as le droit de demander Mhm. chacune de ces choses. Et ça, c'est très, très important. Parce qu'en fait, on va toujours minimiser ce qu'on vit, on va toujours euh, ne pas s'écouter, entre guillemets, ne pas écouter son instinct et toujours se dire, ah, il y a pire, il y a pire, il y a pire. Oui, il y a toujours pire, il y a toujours pire. Mais ça n'enlève pas que ce qu'on vit, c'est pas normal. Et, et du coup, voilà, ça, c'est un message fort et on essaye de faire gagner du temps. On essaye d'engager toute la société, tout le monde sur cette question qui est, au-delà d'une question sociétale évidente, c'est une question économique parce que les violences conjugales, ça coûte un argent colossal et ce sont nous qui le payons. C'est nous qui finançons le fait que des personnes soient violentes avec leur conjoint et qu'il y a des conséquences en santé, en social, Mhm. en prison, sur le travail, etc. Il y a une étude qui a été faite en 2006 qui estime qu'une victime de violence conjugale, c'est 68 000 euros de frais, donc aide sociale, médicale, au travail, etc., etc. 68 000 euros. Tu rapportes ça aux 271 000 victimes de 2023. Et bah, moi, je m'adresse aux entreprises, je vais les voir et je leur dis, bah, écoutez, l'étude, là, elle dit que 44% de ces 68 000 euros, c'est les entreprises qui le financent. Arrêt de travail, perte de productivité, incarcération, décès, etc. C'est chiffré, c'est étudié. Ça représente 8 milliards en 2023, le budget du ministère de l'Agriculture. Donc moi, mon travail, c'est de dire que, OK, c'est quelque chose qui est sociétalement qu'on doit éradiquer. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui en meurent, mais surtout on finance tous tout ça. Et que cet argent-là, moi, en tant qu'ancienne fonctionnaire de l'État, par exemple, bah, je préférais qu'il serve aux gosses à l'école, je préférais qu'il serve à Mhm. toutes les actions sociales de l'État, mais pas à financer le fait que des mecs battent leurs femmes, quoi. Pas à financer le fait que des mecs violentent leurs femmes, les violent et leur font vivre un enfer dans leur foyer. Ça m'est inadmissible. Et ça devrait être là une question pour chacun d'entre nous. Waouh. Non, mais même pour moi, les chiffres sont, c'est incroyable, on s'en rend même pas compte, quoi. Non? Mais tout ça, c'est étudié. Et la prévention, ça marche. Si la Mm. prévention, ça marcherait pas, il n'y aurait pas de prévention sur le tabac, l'alcool, les Mm. cancers, la ceinture de sécurité. La prévention, c'est la chose qui marche le mieux. Mais je pense que si on n'a pas de prévention efficace sur les violences conjugales, c'est parce que ça fait peur. Ça Mm. fait peur de la masse que cela représente. Mm. C'est vrai. Sauf qu'il faut du courage. Et à un moment, il faut du courage. Mm. Alors moi, je les aide à essayer d'en avoir un petit peu. Eh bien, tu vois, j'allais te demander un mot final et le courage, ça sera trop bien, c'est en lien avec le titre de mon podcast, top. Non, vraiment, merci beaucoup, Vic 10, pour ça. C'était vraiment très riche. Merci d'oser de te montrer vulnérable, parce que toi-même, tu es dans un combat qui n'est pas terminé et tu aides les autres. Donc, c'est juste vraiment magnifique. Est-ce que tu aurais une phrase finale pour... j'aime demander ça à mes invités, pour donner justement du courage à ces femmes. Euh, Moi, je dis toujours la même phrase et pour la petite anecdote, ma fille, ma grande, elle a 11 ans, dans les murs de sa chambre, elle a fait des bulles avec des phrases féministes. Alors, il y a Simone de Beauvoir, il y a ceci, il y a cela. Il y en a partout sur tout le mur de sa chambre. Et elle en a mis une parce qu'elle m'a entendu plusieurs fois la répéter, avec écrit Victis Maurice. Je trouve ça très, très drôle. Et ma phrase, c'est la parole des victimes fait trembler les agresseurs. Waouh. Et ça, je le répète à chaque fois. Parlez, parlez, Mm. parlez. C'est tout ce qui vous reste. Utilisez-le.
faut parler. Ah, ouais. Et ça, j'ai même envie de dire, c'est valable pour toutes sortes de violences, pas forcément. Enfin, c'est une phrase puissante, hein. Merci. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, merci pour ton temps. Merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode. Et on mettra toutes les informations en bas de l'épisode de podcast pour que vous puissiez vraiment contacter librement Vigdis, plutôt sur LinkedIn essentiellement. Moi, c'est comme ça que j'ai découverte. Sur Mais ouais. LinkedIn. Après, on est aussi sur Instagram. Instagram Voilà. aussi, tu y es. Ok, super. Ouais. On mettra tout ça en descriptif. Merci tout le monde. À bientôt. Au revoir, Vigdis. Au revoir. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de cultiver votre courage au quotidien. Le courage, ce n'est pas seulement pour les héros, c'est un outil que nous pouvons tous utiliser pour améliorer notre vie au quotidien. En développant votre courage, vous ouvrez de nouvelles portes et vous vous donnez les moyens de réaliser vos rêves les plus fous. Pour vous aider à concrétiser vos projets, je vous invite à relever un petit défi. Identifiez une situation qui vous fait peur et faites un pas vers elle cette semaine. Et surtout, partagez vos expériences avec la communauté en commentaire. Si vous êtes manager et que vous avez à cœur de devenir un leader courageux ou vous voulez aider vos équipes à devenir des leaders courageux, réservez votre visio avec moi pour 30 minutes via le lien juste en bas. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun épisode et rejoignez la communauté des leaders courageux. Mettez un pouce levé si vous avez aimé cet épisode. Vous trouverez un nouvel épisode le deuxième jeudi et le quatrième jeudi de chaque mois. À bientôt et time for action!